Maintenant, on va un peu étudier Dimitri Medvedev. Donc Dimitri Medvedev, c'est quand même la personne avec Poutine qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc en fait, Dimitri Medvedev a aussi une mère juive. Voilà, sa mère a été vue plusieurs fois donc à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que c'est pas très bien vu d'être juif au pouvoir actuellement en Russie, vu ce qui s'est passé avec le communisme, où comme l'a dit Poutine, 80% des chefs communistes étaient en fait des juifs. Euh, Vu que c'est mal vu, en fait, Medvedev a démenti en disant non, non, je suis arménien, nanana. Et ce qui est drôle, c'est que les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que non, non, Medvedev n'était pas un Arménien. Donc sur Medvedev, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus, que la devise était unité dans la diversité. Donc voilà, ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, euh, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. » Donc voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'il travaille main dans la main, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de l'Église orthodoxe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Poutine, quand même, c'est un chrétien, Poutine, il défend les chrétiens, voilà, il est pour, c'est un conservateur, voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc alors, donc qui est le chef de l'Église orthodoxe? Donc actuellement, donc en fait, c'est le patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB, tout comme son prédécesseur Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code Drozdov. Et le nom de code du patriarche Cyril, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc les deux sont des agents du KGB. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient trois candidats, étaient donc les trois étaient en fait les trois candidats étaient donc des anciens, enfin des agents du KGB. Voilà, je vais faire un petit lapsus. J'ai dit des anciens. C'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait qu'en fait on ne quitte jamais le KGB. On quitte le KGB que les pieds devant. Donc ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort. C'est pas comme ça, on arrête parce que l'URSS s'est effondré, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est intéressant de noter que le patriarche Cyril donc, est très œcuménique, voilà, donc en fait il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que le Moscow News a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs, il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 euros. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une villa en Suisse. Enfin, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs de la théologie de la libération, donc qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu ensuite Benoît XVI. Donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, donc c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait c'était un mélange en fait de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. Donc en fait c'était un moyen de retourner en fait le peuple vers le communisme. Voilà.
Donc ce patriarche est un des fondateurs de de cette théorie. On peut noter aussi qu'en 1975, donc le patriarche Cyril a nié et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. Voilà. Donc c'est quand même ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste en fait pour donner une bonne image à Poutine, voilà, c'est du décor, c'est du semblant. Voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien, on va voir le côté juif. Donc une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Berel Lazar, donc c'est un rabbin Lubavitch. Il a été introduit donc en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait il est italien d'origine, il a vécu aux États-Unis. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush pendant les élections. Voilà. Et donc en 96, donc le rabbin Berel Lazar est opposé à Vladimir Goudinsky, donc qui est créateur du Congrès juif de Russie. Et donc comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias. Et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc en fait ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. Et en fait il est présenté donc à Poutine par deux oligarques, donc Berezovsky et Abramovich, donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait à Poutine de prendre le pouvoir. Donc ces deux oligarques qui sont aussi donc Lubavitch présentent le rabbin à Poutine. Et donc Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Berel Lazar et au Lubavitch lors de leur fête annuelle en 2000. Donc ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch en fait sont en fait des juifs orthodoxes, donc c'est parmi en fait les plus virulents, en fait les plus pro-messianistes. En fait c'est des messianistes pressés qui veulent agir en fait pour la venue de leur messie. Voilà, le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens. Le même jour en fait où Poutine accueille les juifs Lubavitch au Kremlin, donc le rival en fait de Berel Lazar, Goudinsky, est arrêté. Voilà. Donc ça montre à quel point on favorise les amis et voilà, ça explique pourquoi en fait dans certains cas Poutine combat les oligarques. Et en fait il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc ensuite Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la fédération de Lazare, donc en septembre 2000. Donc c'est un don, c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovich. En fait c'est tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch qui donnent en fait pour favoriser leur mouvement en Russie. Voilà. Donc en fait, Berel Lazar obtient très rapidement la nationalité russe. Et donc depuis, en fait, Berel Lazar est le chef de la fédération des organisations juives de Russie. Donc c'est alors que les Lubavitch sont une minorité en Russie, donc c'est les Lubavitch qui dominent qui dominent toute la tendance, enfin tous les juifs de Russie. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la fédération est Abramovich. En fait, Abramovich, donc celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté Berel Lazar à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea. Donc voilà, Abramovich, c'est marrant parce que il a beau avoir beaucoup d'entreprises en Russie, être propriétaire de beaucoup de choses. Donc il est propriétaire du club de foot de Chelsea, il habite à Londres, et c'est intéressant de noter tout simplement qu'il est membre du comité des 300. Voilà, donc les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà, comme Sarkozy d'ailleurs.
Donc en fait, on va maintenant étudier la personnalité de Anatoly Chubais. Donc c'est intéressant parce que c'est un des oligarques. Un des oligarques qui a été cité par Marie Laforêt, en fait, comme faisant partie d'une organisation criminelle disposant de 250 fois le budget de la France. Donc c'était... voilà, elle a dit ça en 2002. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Ouais. Vous citez le nom de Gobi et le nom de Mimran. Comment on veut des Français, nous? Et alors, c'est pas des Français, bien sûr que ce sont des Français. Je Je me voudrais fais, en rajouter 2. Ouais. Chubais. Ouais. Chubais. C'est français, ça aussi? Non, ça c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. Ouais. D'accord. Donc cette personne, Anatoly Chubais, est d'origine juive déjà. Il a une fortune d'environ $1 million, $1 milliard. Donc c'est quand même quelqu'un qui est pas pauvre. Donc c'est une figure incontournable en fait de la politique intérieure russe depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été très importante sous Gorbatchev, sous Eltsine, sous Poutine, sous Medvedev. C'est quelqu'un qui a permis en fait, la fausse transition économique en fait, qui a permis en fait aux oligarques de profiter de prendre tous les pouvoirs, toutes les places importantes en Russie. Donc en fait, de 2001 à 2008. Il est président du monopole national de distribution d'électricité. Donc voilà, c'est un monopole national. Ça veut dire que c'est russe, c'est quelque part où on met pas n'importe qui. Enfin, c'est forcément le pouvoir a forcément son mot à dire là-dessus. Ensuite, depuis septembre 2008, donc il dirige le conglomérat d'État Rusano, donc chargé du développement de nanotechnologie en Russie. Donc cette décision de le placer là a été prise par Medvedev. Ça montre bien que le pouvoir en fait soutient cette personne. Enfin, c'est pas une personne opposée au pouvoir, c'est évident. C'est une personne de confiance. Voilà. Maintenant, je vais montrer un peu son côté un peu plus obscur encore. En plus du fait qu'il a été cité par Marie Laforêt. Donc alors, il est membre du conseil consultatif de JP Morgan depuis 2008. Voilà. Et membre du conseil d'administration mondial du Council on Foreign Relations, donc du CFR, depuis octobre 2012. Et il a été présent à la réunion Bilderberg en 2012. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même marrant que d'un côté, cette personne est censée travailler pour les intérêts russes, mais d'un autre côté, participe à toutes les réunions pro-atlantistes et à toute la... Enfin, si soi-disant ces deux côtés sont l'un contre l'autre, comment ça se fait que cette personne soit des deux côtés? Enfin, il y a quelque chose qui cloche, voilà. Mais c'est pas le seul dans son cas. Hein. J'ai trouvé une dizaine d'oligarques russes qui ont participé au Bilderberg. Et j'ai trouvé 6 personnalités russes, 6 oligarques, qui sont membres du comité des 300. Là, on parle d'oligarques qui gagnent qui ont une fortune entre 10 milliards et 20 milliards. Enfin, c'est vraiment des gens très 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 riches. Hein. Enfin, c'est pas n'importe qui. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'Eurasie. Donc voilà, enfin l'Eurasie, c'est censé, pour certains dissidents, être le panard. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout dans notre intérêt. En fait, l'Eurasie, c'est un des noms qu'a choisi Orwell dans son livre 1984 pour désigner donc les 3 continents. Donc les 2 autres, c'est l'Océania et l'Estasia. Dans son livre, en fait, l'Eurasie est dirigé par par le néo-bolchevisme, donc c'est exactement en fait ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc en fait c'est juste un des blocs continentaux. Enfin c'est la technique des élites en fait au lieu de directement en fait passer des pays à une union de tous les pays en un gouvernement mondial, hein, en fait ils y vont par étapes, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs grands blocs continentaux pour fusionner ensuite ces blocs. En fait c'est l'étape où on est actuellement.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup du marché transatlantique, du marché transpacifique, de l'ALENA, du Mercosur, de l'Union européenne, des BRICS. Voilà, l'Eurasie, c'est juste un des blocs supplémentaires. Ça permet de brouiller les cartes des nations. Ça permet de faire croire que les nations s'est dépassées. Voilà, c'est juste ça. Donc cette théorie géopolitique, en fait, c'est surtout Dugin qui est connu pour en parler. En fait, c'est beaucoup plus ancien. En fait, Dugin, pour moi, c'est un Brzezinski russe. C'est-à-dire que c'est un théoricien de la lutte contre de l'atlantisme, alors que de l'autre côté, on a un Brzezinski qui est théoricien de l'expansion atlantiste. Moi, personnellement, ça me rappelle beaucoup la Deuxième Guerre mondiale, où on avait deux camps qui étaient inspirés d'un côté par Marx, donc pour le côté russe, et d'un côté par Nietzsche pour le côté allemand. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on avait, à chaque fois, c'est des feux théoriciens qui viennent en fait donner une idéologie pour permettre en fait aux gouvernants d'être suivis par la foule. Voilà, c'est un peu pour vulgariser l'idéologie et être suivi, enfin permettre une propagande plus importante et plus ciblée sur le peuple. Voilà. Moi, j'ai noté aussi personnellement que le symbole du mouvement eurasiatique de Dugin était donc une étoile à 8 branches. Donc c'est un symbole occulte connu qui est appelé l'étoile du chaos. Donc c'est quand même marrant de choisir un symbole occulte comme ça. On sait également que le parti eurasiatique est financé par le Kremlin et que Poutine est très proche de Dugin. Voilà. Il faut noter aussi que ce qu'a dit Dugin dans une de ses interviews, donc il dit qu'en fait il faut une grande mission pour la Russie, et qu'en fait cette grande mission est que la Russie envahisse l'Europe. Voilà. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai eu une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le Troisième International, le Comintern ou Cominform, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, les temps ont changé et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Je l'expliquerai plus longuement dans une autre vidéo, mais en fait ce plan-là, c'est le plan du KGB, c'est un plan à long terme. Et en fait ce que dit Dugin en fait n'est que le reflet de la pensée du KGB. Voilà, c'est juste ça. Je vais parler rapidement maintenant des BRICS. Voilà, les BRICS, donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà, ce bloc-là en fait fait des fréquents appels à installer un nouvel ordre mondial. Il parle aussi en fait de changer la monnaie de réserve du dollar pour installer leur monnaie. Ça c'est juste aussi une propagande pour familiariser les gens avec le fait que le dollar c'est terminé et qu'on va passer à quelque chose d'autre. En fait on va passer à une autre monnaie qui sera en fait soi-disant amenée par le bon côté, c'est-à-dire le côté russe et chinois. Donc en fait il faut bien comprendre dans cette perspective, c'est l'Est en fait, l'Est où le soleil se lève, c'est le renouveau. La Banque centrale russe fait partie des 60 banques centrales sous le contrôle de la Banque de règlements internationaux. Donc en fait cette banque, c'est la banque centrale des banques centrales. La Russie en fait partie depuis 1996. Donc c'est-à-dire que tous ces flux monétaires sont complètement dirigés par cette banque. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas faire ce qu'elle veut. Si jamais l'Ouest
trouve que la Russie va trop loin, il peut la couler en 2 minutes. Vu que étant donné que cette banque dépend principalement à la base de la Banque d'Angleterre et de la Banque de France, on peut très bien couper les vivres en fait à la Russie. C'est absolument pas ce que veulent les élites, hein. Enfin, c'est pas du tout ce qui est voulu. Cette banque des règlements internationaux, comme l'avait dit Quigley dans son livre, c'est vraiment l'apex, enfin, c'est le sommet du système. C'est vraiment eux qui dirigent tous les règnes financiers. En guise de conclusion, en fait, je dirais que Poutine est à la fois donc la marionnette des rabbins Loubavitch, puisqu'ils lui ont permis de prendre le pouvoir. Donc en fait, ils attendent une aide de la part de Poutine, en guise de récompense, ainsi que de la franc-maçonnerie juive. Donc la franc-maçonnerie juive, qui a aussi à sa tête les Loubavitch. Les Loubavitch, en fait, ne sont rien que les pharisiens des temps modernes. C'est ce que Jésus a appelé la synagogue de Satan. Rien d'étonnant au fait que les présidents russes aient placé à tous les postes des oligarques Loubavitch, et que Poutine ait placé aussi dans son entourage, dans tous les postes administratifs, des anciens officiers du KGB, puisque comme on l'a vu, le KGB était en fait complètement infiltré par la franc-maçonnerie. Donc en fait, il faut absolument rien attendre de Poutine. Ce serait complètement stupide de penser que Poutine est le sauveur de l'Occident. Il faut pas se fier à la fausse façade de moralité de la Russie, alors que nous, en fait, on est complètement détruit au niveau des valeurs. Mais ça, c'est volontaire. C'est une subversion, une démoralisation en fait communiste qui agit avec l'aide de la franc-maçonnerie en Occident. Donc d'un côté, en fait, on détruit l'armée, on détruit les mœurs. Et on publie des scandales. C'est grâce à Wikileaks, à Assange d'ailleurs, qui est en Russie, alors que de l'autre, en fait, on donne dans les médias soi-disant dissidents une image de la Russie forte avec des valeurs, et on renforce l'armée. Alors qu'en France, on fait tout pour détruire l'armée, bizarrement, alors qu'on veut rentrer en conflit. Enfin, on voit vraiment la traîtrise des élites occidentales. Il faut pas se fier en fait à cette belle image qu'on nous donne de la Russie. Moi, ça me rappelle vraiment la Révolution française, où plein de nobles se faisaient avoir par le discours des Lumières, comme la Révolution russe aussi, où des gens ont pensé que ça allait peut-être améliorer leurs conditions. Forcément, les élites, ils vont pas nous montrer le mauvais côté de la Russie, si c'est la Russie qui doit diriger le nouvel ordre mondial. C'est logique. Il faut forcément que le nouvel ordre mondial donne envie aux gens. Donc c'est pour ça que en fait l'ancien ordre mondial, donc l'Occident, qui se fait détruire parce qu'il est chrétien et que c'est l'ennemi des Juifs, est déprécié. Donc en fait on montre une Russie complètement forte et largement supérieure à l'Occident, parce que justement le but c'est d'écraser l'Occident. Voilà, j'espère que vous avez compris la stratégie. Donc le but de tout ça, c'est la victoire facile de la Russie contre l'Occident, qui est détruit de l'intérieur en fait. Et en fait pour provoquer une installation rapide d'un nouvel ordre mondial communiste. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir été attaqué physiquement, militairement, l'Occident est déjà détruit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, vous pensez, si jamais on est appelé par François Hollande pour aller se défendre la France, vous pensez que les gens sont vraiment volontaires pour aller combattre? Moi je pense pas. Je pense que là on est tellement démoralisé et qu'on confond tellement le pouvoir en place avec la France que voilà, on est complètement le peuple français est complètement démoralisé. Pour moi en fait les élites utilisent en fait la technique de Sun Tzu quand il dit en fait remporter sans victoire et en 100 combats n'est pas ce qu'il y a de mieux. Soumettre l'ennemi sans combattre est ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi à la guerre le mieux est de s'attaquer au plan de l'ennemi, puis de s'attaquer à ses alliances, puis de s'attaquer à ses armées. Le bon stratège soumet l'ennemi sans combattre, s'emparer des villes ennemies sans les attaquer, détruire le pays ennemi sans mener d'opérations prolongées. Il doit lutter pour la possession du monde, de manière à ce que le courage de ses soldats ne s'émousse pas, et que tout soit à son avantage. Ceci est l'art de l'offensive par les plans. Voilà, comme je l'ai montré, les Russes ont un plan qui correspond, en fait, c'est le plan du KGB, c'est le plan du KGB franc-maçon. Donc voilà, Poutine suit vraiment le plan franc-maçon. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et j'espère en refaire une autre bientôt. Merci à tous.